Salut à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans la suite du challenge 0 à 1 million d'euros. Donc une vidéo très importante aujourd'hui puisqu'on va parler du vrai terrain. La dernière fois, on s'était arrêté sur un épisode assez lourd. Donc un locataire avait tué quelqu'un et du coup était parti en prison. Et paradoxalement, cet événement m'a facilité la vie puisque j'ai plus eu de soucis avec les autres locataires. Mais attention, si tu penses que c'était la fin des galères, tu te trompes complètement parce que dans cette vidéo, tu vas voir pas mal de choses. On va aborder le sujet des prostituées dans les logements, des dealers, des menaces de mort, des portes explosées et surtout comment j'ai tenu sans abandonner. Reste bien jusqu'à la fin parce que c'est là que tout prend son sens. Donc après l'achat de l'immeuble en colocation, je décide d'acheter mon local commercial. Objectif, c'est y installer ma société de seconde œuvre et là c'est un super deal puisque je trouve un local de plus de 800 mètres carrés ultra bien situé dans ma ville et on déménage la société et je peux te dire une chose, c'est que déménager une entreprise c'est ultra épuisant. Tu continues à travailler, tu refais les travaux, tu refais les bureaux et la logistique est infernale. C'est pas un déménagement de maison du tout, c'est une machine en marche qu'il faut déplacer sans l'arrêter. Et ça, petite parenthèse, le déménagement d'entreprise clé en main, logistique incluse, je sais pas si ça existe, mais c'est une super idée de business pour celui qui veut le faire. Donc à mes 32 ans, en 2020, je commence sérieusement la bourse. Pourquoi je commence la bourse? Parce que je commence à avoir des dividendes, un vrai salaire, une structure stable au niveau de mon entreprise et je me verse 3000 euros net par mois. Et en plus de ça, ces 3000 euros, c'est vraiment du net parce que j'ai la voiture qui est payée par la boîte, l'assurance de la voiture payée, l'essence payée et les repas du midi payés. Du coup, ça rentre directement dans mes poches. À part le crédit de la résidence principale, qui est très faible, il ne me reste presque rien à payer et donc je peux faire un DCA en bourse. C'est en 2020 du coup que je rencontre ma future compagne, la mère de mes enfants, et il faut dire une vérité que peu de gens disent, même sur YouTube, c'est que se mettre en couple ralentit souvent l'ascension financière et c'est pas par méchanceté, mais parce que on sort beaucoup plus, on dépense plus, on fait des compromis. Moi personnellement, je me suis jamais privé, j'ai vécu à fond. En 2019, je suis sorti quasiment tous les week-ends, boîtes, soirées, j'ai fait Erasmus quand j'étais étudiant, j'ai voyagé, pas beaucoup mais j'ai voyagé, et j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait avant. Mais mon objectif de liberté financière a toujours été au-dessus de tout, et on le voit aujourd'hui, c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Je démarre à cette période-là l'achat d'un immeuble en SCI, donc je visite et je vois ce premier immeuble, une grosse catastrophe pour le propriétaire actuel, un appartement qui a complètement moisi, une isolation qui a mal été faite, de la laine de verre posée sur des murs humides, des champignons partout. Sur les 4 appartements de l'immeuble, il n'y en a que 2 loués. Je fais mes calculs, il faut à peu près 90 000 euros de travaux pour tout refaire, et donc je fais une offre agressive à 150 000 euros. Et la contre-proposition me revient assez rapidement. Les agents immobiliers qui sont en commanda font un gros travail de négociation et me contre-proposent 170 000 euros alors que le bien était affiché à 240 000 euros. J'accepte l'offre à 160 500 euros et cette offre me revient validée. Petit problème, et pourquoi je passe en SCI, c'est que les règles bancaires ont changé, le calcul différentiel pour mon taux d'endettement disparaît, je suis à 70% de taux d'endettement en calcul d'endettement classique et les banques paniquent. Donc je passe du coup par une SCI que je crée avec mes parents qui intègrent la société, je les mets à part égale dans la SCI et l'astuce est simple, ils entrent pour que je puisse obtenir le crédit, les parts ne valent rien puisque la valeur du bien est égale à la valeur du crédit, voire même moins puisqu'elle pourrait être négative puisque finalement j'ai pas encore fait les travaux, et je rachète les parts à 1 euro symbolique à mes parents, ce qui est tout à fait légal. Le gros avantage quand on rachète des parts de société, c'est qu'on n'a pas besoin de notaire, c'est 100% légal et c'est hyper efficace. Partie travaux, je refais l'appartement moisi correctement, je prends un maçon spécialisé là-dedans, il me refait tous les murs à la chaux, ça permet de faire respirer les murs, je ne colle pas les isolants sur ce mur-là, et c'est une technique adaptée aux murs en pierre et en terre, donc résultat, j'ai un appartement sain, je le remets à la location et tout se passe bien. Le truc, c'est que le jour de la signature chez le notaire, j'ai appris pas mal de choses sur ce bâtiment et le vendeur craque, il se met à pleurer et me demande de remonter les prix. Je comprends en fait qu'il s'est fait arnaquer, il a eu des informations erronées avec un gestionnaire de patrimoine douteux, qui lui a fait un crédit in fine sur 10 ans, donc un crédit in fine, c'est qu'on ne paye pas pendant 10 ans les mensualités du crédit et on doit tout rembourser au bout des 10 ans. Il s'est fait escroquer par l'artisan que lui a préconisé le gestionnaire de patrimoine, les travaux finalement sont mal faits, il part au tribunal avec l'artisan, finalement l'artisan préfère mettre sa boîte en faillite plutôt que de payer les réparations, pourtant il a gain de cause, et donc il se retrouve avec 5000 euros de frais de tribunaux à payer, et en plus de ça, un appart qui ne s'est jamais loué, et un autre appart qui ne s'est pas loué, et vous allez le voir pourquoi. Donc finalement il a eu que 2 loyers pendant toute la durée, les 10 ans où il a détenu le bien, et les résultats, il vend à perte pour sauver ce qu'il peut, sachant qu'il a divorcé à cause de ce dossier-là, et qu'à la base c'était pour payer les études de ses enfants. Il refait un crédit pour financer ce qui lui manque à payer, et donc la leçon importante, c'est que l'émotion est l'ennemi de l'investisseur. Si j'avais su
que cette personne-là avait eu tous ces problèmes-là avant de faire mon offre, très clairement, je n'aurais pas fait l'offre à ce prix-là parce que j'aurais eu un côté émotionnel. Je me serais pas permis de faire ça pour une personne dans cette situation-là. Et donc, j'aurais peut-être pas acheté le bien. L'autre problématique qu'il y a, pourquoi il n'y a que 2 appartements loués, c'est que l'agence avait placé une locataire complètement instable psychologiquement dans un appartement qui avait pourtant été refait à neuf pour le coup, qui était très joli. Elle se prostitue avec des SDF et ça génère des nuisances. Il y a de la violence dans l'immeuble et j'ai carrément un artisan qui se fait menacer au couteau pendant qu'il est en train de faire les travaux de l'appartement en face parce qu'il y a un SDF qui veut lui voler son perfo. Donc le lendemain, je me retrouve avec des murs explosés, des trous partout dans les murs et des boîtes aux lettres complètement défoncées. Pourquoi? Parce qu'en fait l'artisan, il a tapé sur les murs pour pouvoir sortir de cette situation et faire peur au SDF pour pas se faire poignarder. Donc je gère la galère, réparation, on sécurise le bien pour éviter que les SDF puissent rentrer et sortir comme ils veulent parce que la porte n'était pas sécurisée et on fait de la présence régulière dans l'immeuble, donc j'y passe plus souvent pour me montrer et parce que on m'a conseillé de faire ça. Un des propriétaires à qui j'ai acheté les 2 premiers appartements m'avait dit, moi je passe souvent sur les biens et je m'y pose 1 heure pour pouvoir faire en sorte que les locataires me voient. Donc être présent physiquement, ça change tout. Et ensuite, cette personne-là, il y a de moins en moins de SDF, ça se passe beaucoup mieux, mais par contre, arrivent les impayés. Donc les impayés, avec cette dame, j'arrive à louer l'intégralité du bâtiment, mais elle ne me paye plus. Et en fait, c'est la CAF qui bloque. Et en fait, je découvre une fraude aux aides qu'elle fait, puisque à chaque fois que la CAF bloque, ça me revient que j'ai mis à jour la CAF et que moi je loue un T3. Et à chaque fois, l'appartement se transforme en T4. Donc je comprends la fraude, puisque en fait, elle n'a pas assez de chambres pour ses enfants. Et en 24 heures, je lui explique que si elle ne paye pas et qu'elle continue comme ça, je la dénoncerai à la CAF et donc elle quitte l'appartement en 24 heures. Mais par contre, le souci, c'est que le jour où j'ai appelé et que je lui ai dit tout ça, elle a tout détruit. Électroménager cassé, mur défoncé, et elle me doit de l'argent. Bien sûr, l'argent, je le récupérerai jamais. Plus de 2000 € de dette. J'ai dû refaire les travaux et encore, j'en ai fait pas mal moi-même. Sinon, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Je continue, c'est pas ça qui m'arrête. Une fois tous ces problèmes solutionnés, plus aucun souci sur cet immeuble, je loue l'intégralité des apparts et j'ai une très bonne rentabilité. Je continue, nouvel immeuble. Donc un immeuble avec 16 garages, un projet ultra propre, déjà loué, le financement qui se passe très bien avec le même système SCI, etc. Le réseau s'élargit et sur cet immeuble, j'ai rien à dire, à part peut-être que le fait d'avoir 16 garages finalement dans mon patrimoine global, c'est beaucoup de gestion pour pas grand chose, puisque ça représente peu de loyer et il faut quand même faire les renouvellements de baux, etc. Tout ça, ça prend du temps, alors qu'un appartement rapporte 10 fois plus. Finalement, cette personne-là, quand je lui ai acheté l'immeuble, elle me le dit dès le départ qu'elle a la possibilité de vendre un autre immeuble avec 8 lots cette fois-ci. Et là, je décide, vu que on s'entend bien avec ma compagne, d'acheter avec ma compagne l'immeuble de 8 lots. Immeuble que j'achète 350 000 € avec 100 000 € de travaux en 2021. Et là, pour le coup, tout se passe bien, mais il m'explique qu'il y a 2 personnes qui sont compliquées dans l'histoire. Donc même 3, mais il y en a 2 vraiment qui lui posent problème. Il y en a une, elle a un syndrome de Diogène, mais elle accumule que des produits propres, elle n'accumule pas les poubelles. Donc au final, il n'y a pas d'odeur, c'est pas sale, c'est juste qu'elle accumule plein de choses dans son appartement. Mais bon, elle en soi, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a une personne, il me dit qu'il est filou, donc il paye pas tout le temps, il paye des fois en retard, mais là pour l'instant, les paiements se passent bien. Et il y a une personne qui est sous tutelle, qui elle est difficile psychologiquement parlant, et je vais le découvrir après. Donc cette personne-là, qui est compliquée psychologiquement, je décide d'augmenter les loyers parce que l'ancien propriétaire ne l'augmentait pas, et donc je décide d'augmenter les loyers à tout le monde, et j'augmente son loyer de 4 € par mois, ce qui fait qu'elle part dans les tours, elle me menace de mort, de tuer ma famille, etc. Et je reçois ce message sur mon répondeur. Je décide du coup d'envoyer ce message au tuteur, tuteur qui n'est pas du tout réactif, mais qui finit par comprendre que la problématique est grave puisque j'en suis pas loin du tribunal. Et finalement, cette personne partira via une autre agence immobilière, elle trouvera un autre logement. La personne qui est soi-disant filou, en fait, c'est un dealer. Il me cause pas mal de soucis, notamment une porte d'entrée qui est défoncée qu'il faut que je change, et il commence à plus me payer. Finalement, après négociation avec lui, je finis par le mettre dehors, mais je m'assois sur 3 000 € de dette. Donc c'est le prix à payer pour la tranquillité, puisque ma femme est enceinte, et je suis un peu obligé, parce que ça lui génère beaucoup de stress, je suis un peu obligé de faire le dos rond pour pouvoir le sortir. Donc on s'entend, et finalement je lui dis que j'annulerai sa dette s'il part et ce qu'il fait. Donc là, huissier, je demande toute la procédure avec les huissiers pour que tout se passe bien, et il part 3-4 jours après. Donc vous voyez, il a de suite retrouvé un logement alors que c'était vraiment un profil qui était pas bon pour trouver du logement. Donc une fois ces problèmes solutionnés, tout se passe bien dans les immeubles, j'y mets du Airbnb, les crédits se remboursent, et en 2022, je décide, vu que je suis papa et qu'on est un peu à l'étroit dans le logement où on est actuellement puisque c'est un T3, on décide d'acheter notre résidence principale, et en
appelant la banque, on se rend compte que la Banque Populaire nous propose un crédit qui s'appelle le crédit immobilier, qui en fait m'annule toutes les dettes immobilières que j'ai actuellement, en tout cas toutes les dettes locatives que j'ai actuellement. Si je dépasse 1 million de dettes chez eux, j'ai accès à un crédit de 300 000 euros sur 20 ans à un taux ultra intéressant pour acheter ma résidence principale. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est vraiment l'opportunité du moment. Je trouve un local en plein centre-ville de ma ville pour pouvoir en faire un gros loft. Et donc je prévois 184 000 euros plus 120 000 euros de travaux, sachant qu'il y en a au moins 150. La banque m'accepte le crédit et j'achète ce local. Lorsqu'on a fait le détail de tout ce qu'on voulait mettre en place avec ma femme dans ce local pour en faire un loft, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de crédit. Il n'y avait rien qui était rentable. Moi, typiquement, si le projet, je mets 400 000 euros dedans, il faut au moins que je fasse une plus-value sur ma RP si je dois le revendre, ce qui n'était pas du tout le cas dans ce cas-là. Et du coup, j'avais quand même anticipé les choses. Je savais que ce local allait pouvoir se relouer très rapidement et facilement, et je le reloue à un garagiste. Et en plus, il y avait des bureaux en plus, donc j'ai pu relouer les bureaux à un organisme qui est actuellement dedans et qui paye tous les mois. Ce qui fait qu'on se retrouve toujours sans résidence principale, mais par contre, ma colocation de mon premier immeuble, il s'avère que 3 des 4 locataires partent. Je négocie avec le 4e locataire pour partir, ce qui me permet d'avoir un grand appartement de 180 mètres carrés pour y loger ma famille. Et donc, on déménage dans cet appartement. Et donc, en 2023, je vends ma RP que j'ai acheté 65 000 euros plus 20 000 euros de travaux, donc 85 000 euros, et que je vais revendre 122 000 euros sans plus-value à payer, puisque dans la RP, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Je suis toujours en recherche d'une nouvelle résidence principale. En parallèle, en 2024, j'ai la possibilité, en discutant avec une personne, de lui vendre ma société. Ça se fait très rapidement, la personne est solvable. Et donc en 2024, je vends ma société 300 000 euros. Le crédit est remboursé, tout est quasi net dans ma poche. Bien sûr, il y a l'État qui passe par là. Mais il y a une chose qui se passe, c'est que mon corps lâche complètement, le stress accumulé ressort et j'ai pris plus 25 kilos entre le moment où j'ai acheté mon entreprise en 2016 et le moment où je la revends, et j'ai un énorme mal de dos qui se déclenche. Actuellement, je suis toujours chez le kiné pour solutionner ce problème de dos, donc vous imaginez, c'est déjà presque 2 ans. C'est un point pour lequel il faut avoir conscience. Quand on fait autant de choses dans sa vie, forcément, il y a des choses qui sont impactées, et moi, j'ai pas mis ma santé en priorité. J'ai mis un objectif financier, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. Sûrement que j'aurais pas fait tout ça si j'avais pas mis ma santé un petit peu de côté pendant ces 7 ou 8 ans d'investissement à fond. Mais bon, c'est fait, et maintenant, je me retrouve avec ça va se solutionner, mais ça prend du temps. Je décide aussi de vendre mon premier appartement locatif. Pourquoi? Parce que en 2025, la loi sur les LMNP va changer et les amortissements ne seront plus intégrés dans la plus-value, ce qui fait que j'aurai eu une plus grosse plus-value en 2025. Donc je décide de vendre ce logement en 2024 pour éviter de me prendre presque 10 000 euros de plus-value supplémentaire sur ce bien. C'est un investissement sur lequel je n'avais quasiment plus de crédit et je remets quasiment tout en bourse. Bien sûr, après avoir payé les impôts sur la plus-value que j'ai générée. Donc c'est un appartement que j'ai vendu 70 000 euros, que j'avais acheté 45 000 euros en faisant moi-même les travaux. Donc ça veut dire que derrière, j'ai presque pris 10 000 euros d'impôts sur la plus-value. Et finalement, en cherchant un petit peu, sans forcément trop chercher, je me retrouve avec une maison à acheter, une maison de 200 mètres carrés, 110 000 euros, vraiment pas cher. Succession, du coup, j'arrive à faire une belle offre sur cette maison qui était affichée à 170 000 euros. Donc là, pareil, on voit encore une offre agressive. Et j'utilise les coûts de travaux du local, puisque j'ai pas débloqué les travaux du local. Je les utilise pour refaire cette maison. Ce qui fait qu'en fait, le loyer des locaux commerciaux me paye l'intégralité des travaux de la maison, et je me retrouve avec une maison quasiment cash, avec du coup une maison de 200 mètres carrés cash. Bien sûr, vous me connaissez maintenant, la maison, j'ai pas fait qu'une maison, elle fait 200 mètres carrés, j'y ai fait un appartement que je loue en Airbnb. On appelle ça du house hacking, on pourra en parler un peu plus en détail. Mais en gros, j'ai tous les loyers du petit studio que j'ai dans ma maison qui me permettent de payer l'électricité, l'eau, les impôts, etc. Donc c'est un plus, bien sûr c'est déclaré, on paye des impôts dessus, mais à la fin, ça me rapporte un petit plus qui me paye en fait tous les frais annexes à la maison. Et là, je lève le pied. Donc aujourd'hui, nouvelle vie pour moi, je suis marchand de biens, je fais un peu de coaching BTP, j'accompagne une vingtaine de dirigeants pour améliorer leur société. J'ai des revenus passifs avec l'immobilier et la bourse, et j'ai beaucoup de temps pour ma famille. C'est pour ça aussi que je construis cette chaîne, c'est pour mes enfants, pour qu'un jour ils puissent dire voilà comment papa a fait. Mon patrimoine aujourd'hui est supérieur à 1 200 000 euros, c'est un patrimoine net. Ce que je veux te montrer en fait avec cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de parcours parfait. Ce qu'on vous dit sur YouTube où on vous propose de gagner des millions en rien faisant, ça n'existe pas. Mettez-le vous bien dans la tête. Vous allez avoir des galères, vous allez faire des erreurs, vous allez stresser, mais il y a aussi de la stratégie, de la résilience et une vision
vision long terme. Donc si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je te dis à très bientôt pour la suite du challenge.